Bonjour Astrid, Bonjour Benjamin. comment vas-tu? Très bien. Très bien. Mhm. Je suis très content de te retrouver parce que on s'est rencontrés il y a de ça 1 mois et demi à peu près. Mhm. On a passé une très bonne soirée sur des terrasses parisiennes. Et là, t'es de passage à Montréal. Et je tenais à t'inviter dans ce podcast qui, comme tu le sais, parle du changement. Et je sais que t'as fait pas mal de choses cocasses dans ta vie. Et j'aurais aimé en discuter avec toi. Yes. Alors, en premier lieu, est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Je vais le faire. Je sais pas effectivement par quoi commencer. Cocasse, c'est un bon mot. Donc je m'appelle Astrid, j'ai 38 ans, je vis à Montmartre depuis quelques années maintenant et je donne des cours de philo pour les mineurs en prison. J'écris un livre et si tout s'aligne bien, je mets sur les plateformes ma première interview de podcast le 1er décembre Allez, cette année. On y croit. allez, félicitations. Merci. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur enfance, adolescence? Entrée, j'ai grandi en Champagne, au milieu des vignes. Mon père avait un domaine de champagne. Et ah oui, en vite fait, ça donne. J'étais passionnée de danse classique, au point où je pensais dédier ma vie à la danse classique, mais j'ai raté le concours d'entrée à l'opéra quand j'avais 10 ans à cause du carnet de santé des parents. Mon père faisait du diabète, donc je pouvais hériter. Ils se sont dit, on prend pas le risque d'avoir une danseuse étoile diabétique, donc ça dégage. Mais non. Ouais. Donc voilà, j'avais déjà raté ma carrière à 10 ans. Déjà un changement à 10 ans. Déjà un changement radical. Et du coup, j'ai arrêté la danse classique du jour au lendemain pour faire de la batterie. Et voilà, et après collège, lycée, parents divorcés quand j'avais 15 ans. Et après le bac, j'ai fait une fac de philo. Ok. Voulu, enfin c'était... Voulu, ouais. Ok. Pourquoi? C'est quoi qui t'a attiré là-dedans? En fait, quand j'ai découvert la philo, c'était une révélation de ah ok, donc il y a quand même des gens qui se posent des vraies questions et qui cherchent à y répondre. Et je me suis sentie moins seule. Tu sais, le mood d'adolescent incompris. Et ben, j'étais pourtant pas une grande lectrice, mais quand j'ai découvert le monde de la philo, j'ai plongé dans les livres et j'ai dévoré tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire, pas dire la seule chose qui m'intéresse, mais en tout cas celle qui a du sens. J'avais besoin de mettre du sens. Et donc du coup, études de philo, sans forcément penser à être prof de philo, ça m'intéressait pas spécialement. L'idée, c'était juste faire de la philo, quoi. Ça s'est bien passé, c'est bien déroulé. T'en as eu pour ton argent? J'en ai eu pour mon argent, effectivement. Je suis allée jusqu'au master 2, donc j'ai fait ma licence à Reims et puis mon master à la Sorbonne Paris 4. Et après, je me suis retrouvée à enseigner dans un lycée au fin fond des Ardennes, à Revin, au lycée Jean Moulin. Et c'était riche. J'étais jeune, j'avais 25 ans. Avec le recul, j'ai l'impression que j'étais une gamine. D'ailleurs, les profs pensaient que j'étais dans la salle des profs pensaient que j'étais une élève et donc me demandaient de sortir. En fait, non, je suis la prof de philo. C'était drôle. Et voilà. Et puis pour l'histoire, en fait, cette année où j'ai enseigné la philo, ma vie a basculé du jour au lendemain. Donc ça a été un changement que je n'ai pas choisi. Du jour au lendemain, mon père est décédé. Il a eu un arrêt cardiaque. Et avec mes sœurs, on s'est retrouvés avec le domaine de Champagne sur les bras. Et donc j'étais à mi-temps prof de philo, à mi-temps dans les bureaux, les caves et les vignes, d'une certaine manière, à soutenir les équipes, etc., jusqu'à ce qu'on prenne la décision de vendre. Et sauf qu'en attendant, j'ai arrêté d'enseigner en me disant je reprendrai plus tard. Et je pensais pas que plus tard, c'était 10 ans après, et que j'allais faire tout ce que j'ai fait pendant ces 10 ans. On va revenir là-dessus, mais la première chose, là, quand tu dis que tu as étudié jusqu'à enseigner la philo, la partie d'apprentissage, tu disais que plus jeune, plein de questions, le sens, tout ça. Est-ce que tu as eu des réponses à tes questions? Est-ce que Ouais. ça... Ouais. J'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais eu l'impression d'avoir toutes les réponses
que je m'étais posées, aux questions que je m'étais posées. C'était assez fou. En fait, la philosophie m'a apporté beaucoup de réponses existentielles. Moi, j'étais passionnée par la philosophie de l'absurde, par le fait qu'en fait la vie n'a pas de sens et que les gens font comme si de rien n'était, alors que what. Et donc j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le sens et le non-sens de la vie, en passant par Schopenhauer, Kafka, Beckett et tous ces jolis mondes. Et je trouvais des réponses par l'absurde, justement. Quand alors je sais pas si je réponds à ta question, j'allais jumper sur pendant ces 10 ans après la philosophie, après avoir enseigné, j'ai trouvé d'autres formes de réponses et qui étaient plus concrètes en fait. Ce que ce que je cherchais dans la philosophie, c'était du quotidien. Qu'est-ce qu'on fait au XXIe siècle avec ce qu'on a appris chez Platon ou chez Descartes, quoi. Pour ne citer que eux deux, évidemment, mais. Mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la philosophie par l'absurde ? La philosophie par l'absurde, c'est en fait pour moi c'est une manière de résumer ce qu'est la philosophie. La philosophie, c'est mettre du sens ou du questionnement là où ça nous paraît évident au quotidien. Le bon sens, qui est la chose la mieux partagée, en fait, pour moi, elle n'est pas du tout évidente, cette notion de bon sens. Et donc j'aime la philosophie de l'absurde qui va questionner ce qui semble évident, qui va questionner ce qu'on n'a pas l'habitude de remettre en question, pour justement le remettre en question. Et parallèlement plutôt, trouver évident les absurdités de la vie, quoi. Et moi, ça me paraît évident que d'avoir en fond d'écran le fait que nous allons mourir, ça fait partie de quelque chose de normal et sain et même joyeux. Et c'est ce qui met du sens dans la manière dont je vais faire la queue à la boulangerie, en fait. Ok. Bon résumé. La partie où tu disais que t'as eu toutes les réponses à tes questions, c'est quand même fort comme... Ouais. C'était quoi l'état d'esprit ? Comment parce que tu étais quand même dans le cadre de l'apprentissage, je veux dire en cours à l'université. T'es quand même à un âge où t'es confronté à la vie, mais là du coup t'avais cette sensation de complétude de la réponse à toutes les questions. Oui, ça paraît un peu prétentieux comme réponse, mais c'est une sensation, effectivement. Alors, parce que j'ai mené l'enquête à plusieurs niveaux, quand je dis que j'ai toutes les réponses, outre la réponse 42, j'ai aussi les réponses émotionnelles et oui, j'allais dire principalement émotionnelles, au sens où ça m'a permis de développer une intériorité ou une spiritualité. Alors ça y est, je donne le gros mot de spiritualité, mais... Il est lancé. Ouais. Boum. Mais ça se résumerait pas forcément à ça, et en même temps, c'était un chemin. Et j'ai eu la chance d'être assez proche de la philosophie bouddhiste pendant mes études aussi. Et ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et notamment sur la souffrance et les plaisirs de la vie qui en fait sont interdépendants, mais aussi complètement assez rigolo, le mot m'échappe alors qu'il est évident. Débrouille-toi avec ça. Je me débrouille avec ça, très bien. Donc il y a cette période-là, ensuite arrive l'enseignement, et après ? Quand j'ai arrêté d'enseigner, ouais. Donc oui, chose qu'on n'a pas dit en introduction, nous sommes en extérieur, on profite des premières fraîcheurs québécoises, et voilà, donc on est dans un parc à enfants, donc il y a un petit bruit de fond. Après avoir enseigné la philosophie, j'ai le hasard de la vie. J'ai fait beaucoup de rencontres qui ont changé ma vie. J'ai fait une rencontre d'un homme qui, on va dire, était dans le développement personnel.
un concept qui m'était un peu étranger parce que moi la philo, moi l'universitaire, moi l'intello, le rat de bibliothèque. Pour moi le dev perso c'était un peu philosophie magazine et c'était pas quelque chose, c'était psychologie magazine et c'était pas quelque chose que je mettais au même niveau. C'était mon côté un peu snob. Et ben je me suis pris une énorme claque parce que j'ai découvert l'hypnose et l'hypnothérapie. Et je me suis formée très rapidement parce que j'avais 1 million de questions. Donc cet homme m'a dit tu me saoules, en fait, va te former parce que sinon je vais devenir ton gourou et c'est pas du tout le jeu. Parce que je buvais toutes ses paroles évidemment. Et donc je me suis formée et je me suis rendu compte que Freud, évidemment j'ai fait un parricide quoi. Je trouvais que Freud n'avait rien compris, qu'il était nul, j'étais déçue et maintenant je rééquilibre les choses, mais via l'hypnose, j'ai répondu à peu près 1 demi-million de questions sur le conscient, l'inconscient et le pourquoi du comment de plein de choses. Et ça a été le début de ma boulimie de formation de développement personnel. Donc, je suis devenue hypnothérapeute, nutrithérapeute. J'ai fait des stages un peu dans tous les sens, que ce soit des stages pour développer son intuition, ou des stages pour de la méditation, vipassana, pour faire des jeûnes et pour exploiter un peu tout ce qu'il y avait à exploiter, et pour mettre surtout en pratique concrètement ce que j'avais appris, et jusqu'à ce que je découvre l'énéagramme. Et ça a encore été une rencontre dingue de 2 personnes que j'ai croisées dans un musée et qui m'ont parlé de ça, et je les ai jamais revus, mais ils ont changé ma vie à jamais. Et tu les as rencontrés par hasard dans un musée? Presque par hasard. Presque par hasard, parce qu'en fait j'avais fait tellement de formations de dev perso qu'à chaque fois j'en découvrais une, j'étais complètement fascinée et ça montait dans les tours et j'étais euphorique et j'apprenais, j'avais vraiment soif d'apprendre. Et puis arrive un moment, j'avais fait le tour, j'étais là c'est bon, j'ai tout vu. À chaque fois je redécouvrais quelque chose, mais ça c'est incroyable, je pensais pas que ça existait. Et puis à un moment j'ai passé plusieurs mois sans découvrir de nouvelles formes de dev perso où je pouvais avoir un nouveau mode d'emploi pour analyser l'être humain, parce que c'est ça surtout qui m'intéresse, les comportements. Et donc j'avais émis l'hypothèse qu'il devait y avoir quelque chose que j'avais pas encore découvert, mais qui viendrait au bon moment. Et j'avais un peu fait la demande à l'univers, genre je te mets au défi, montre-moi un outil que je connais pas, j'ai même pas l'idée que ça existe, et même je comprendrai pas le mot quand il me sera prononcé. Comment bien tombé. Comment te dire que je fais partie des gens qui ont dit « Éné à quoi ?» quand on m'a parlé d'énéagramme. Et donc voilà, et ces 2 personnes dans le musée, un peu par hasard, m'ont parlé de ça. Et ça m'a fait bugger, donc j'ai acheté tous les livres, évidemment. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, je crois qu'il faut que j'aille me confronter un peu plus au réel de cet outil. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans une école que tu connais. Est-ce que tu pourrais présenter l'énéagramme? Qu'est-ce que c'est comme outil? En 20 secondes ou en 20 heures? En 20 secondes, si possible. L'énéagramme, c'est un outil de développement personnel, pour le dire très vite, qui analyse plusieurs structures de réalité différentes. C'est comme si on avait plein de manières de voir le monde. Il y en a, je sais pas, on est 8 milliards, il y a 8 milliards de manières de voir le monde. Mais de la même manière qu'il peut y avoir une infinité de couleurs, il reste les 3 couleurs primaires, et pas 4, qui s'affinent à l'infini. Et donc l'énéagramme permet de voir quel est ton filtre des réalités qui domine, et de comprendre pourquoi tu comprends le monde de cette manière et que parfois celui d'en face ne le comprend pas de cette manière-là. Et donc voilà, moi j'aime bien dire que ça permet de comprendre pourquoi tu trouves que les gens sont cons, alors qu'en fait c'est un peu toi le problème. La période là de boulimie que tu disais, où tu t'apprenais sans cesse, et il y a une petite chose que je trouve intéressante, c'est que tu disais la philo, un peu de spiritualité quand même avec le bouddhisme, et puis d'un coup tu passes à autre chose, il y a un nouveau changement, un espèce de nouvel univers avec encore t'as dit 1 million ou un demi-million de questions ouais. Supplémentaires, avec plein d'outils, des gens différents, etc.
est-ce que il y a eu, ça venait en plus de la philo ou t'avais mis la philo de côté et puis t'es passé à, tu vois, est-ce que t'as un peu scindé les deux? Est-ce que c'est venu se mettre une couche par-dessus l'autre? Est-ce que t'as fait des connexions avec l'un et l'autre? J'ai fait plein de connexions mais ce que je retenais surtout, en fait, je suis dans un monde où finalement j'étais pas très entourée de gens qui partageaient ma passion pour la philosophie au sens intellectuel. Donc du coup, je lisais mes bouquins dans mon coin, mais sans forcément partager. Et donc avec le temps, j'ai un peu mis ça de côté. Mais ce que je retiens surtout et la manière dont la philosophie m'a aidée pour le dev personnel, pour le développement personnel, c'est la structure mentale que j'ai acquise avec la manière de questionner les croyances, questionner ce que je rencontrais, remettre en question. Moi, en philosophie, l'une des choses qui m'a le plus attirée, c'était le scepticisme. J'ai l'impression d'être tombée dedans la première année et d'avoir mis des années finalement à en sortir parce que je pouvais pas m'empêcher de tout remettre en question, mais jusqu'à l'absurde en fait. Mhm. Et c'est pour ça que moi j'étais fascinée par les croyances, par les gens qui avaient des croyances, même qui avaient la foi. J'étais fascinée par les gens qui avaient la foi et j'avais pas la foi à l'époque. Et j'avais même fait des mémoires en master sur Tertullien qui a dit credo quia absurdum, je crois parce que c'est absurde. Et c'était l'un des premiers chrétiens qui voulait proposer une manière d'avoir la foi autrement. Et ça me fascinait tellement que j'en ai fait un mémoire là-dessus alors que j'avais pas du tout la foi. Et voilà, tout ça pour dire que je questionnais beaucoup ça et c'est comme si ça m'avait musclé intellectuellement, mentalement. Et ce qui m'aide beaucoup parce que dans le développement personnel, je pense que tu vois très bien de quoi je parle, il y a à boire et à manger, quoi. Ouais. Il faut savoir faire le tri et c'est vrai que dès que c'est fascinant, j'ai envie de plonger et parfois je me fais avoir, mais c'est ça qui est drôle et enrichissant aussi. Mais j'ai toujours ce petit philosophe sur mon épaule qui me propose de remettre ça en question, quoi qu'il. Comment ça s'est passé la partie sociale? Parce que j'imagine que en s'abreuvant de toutes ces connaissances et autres, quand même à l'université et autres, je veux dire, les gens de ton âge étaient peut-être pas forcément dans les mêmes sphères intellectuelles ou autres. C'est peut-être un peu cliché parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, mais ce décalage, moi j'ai l'impression d'être née avec, donc finalement pas pire que quand j'avais 8 ans ou 15 ans ou 20 ans. C'est juste que je l'ai nourri autrement et finalement ce décalage que j'ai toujours ressenti, j'ai réussi à l'adoucir finalement grâce au développement personnel parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi ce décalage et comment tisser des liens entre mon monde intérieur et le reste du monde, quoi. Je suis une ancienne grande timide. Quand j'étais toute petite, quand les adultes me parlaient, je me mettais à pleurer. Trop de pression, quoi. Je pars de là. Et je pense que si j'aime autant la solitude, c'est parce que ça m'arrange bien de pouvoir rester seule parce que c'est beaucoup plus confortable. Donc c'est un vrai effort social pour moi de créer des liens. Ça va mieux maintenant. Donc dans l'histoire, on se retrouve à la fin de ta vingtaine, où donc il y a eu l'histoire familiale et puis ton arrêt de l'enseignement. Quelle est la suite de l'histoire? La suite de l'histoire, c'est l'énéagramme m'a tellement passionnée que je suis devenue formatrice et j'ai eu l'occasion de donner cette formation dans plein d'endroits différents, que ce soit des entreprises, une école de développement personnel qui fait ça aussi à temps plein et aussi je me suis retrouvée en prison à former le personnel pénitentiaire et aussi les détenus. La formation Enneagram Prison Project que j'ai faite en Belgique. Et ça a été une de mes plus grosses claques ces dernières années, de pouvoir être en contact et avec les détenus et avec le personnel pénitentiaire pour enseigner, pas enseigner, c'est un gros mot, mais en tout cas transmettre cet outil. Et donc d'être en contact avec des gens dans un cadre très particulier et ça a été assez fou parce que je sais pas si ça te parle, mais souvent
quand on parle de prison, tout le monde a quelque chose à raconter. Tout le monde a, alors, pas un vécu de prison, mais en tout cas un sentiment ou une émotion, une fascination ou un rejet. Et en tout cas, il y a quelque chose à en dire. Et donc, je fais partie évidemment de ces gens-là qui sont fascinés par ce concept, en bien comme en mal. Et donc, je me suis retrouvée effectivement vers 35 ans à enseigner ça. Et la vie fait que c'est un peu avant la pandémie, j'ai mis ça de côté. Et j'ai continué à faire de l'énagramme, enfin j'ai mis la prison de côté, on va dire, pour résumer. Et l'année dernière, j'ai une amie que j'avais un peu perdue de vue, qui était ma voisine de classe au lycée, et que j'avais perdue de vue, mais que j'ai recontactée parce que je savais qu'elle avait été éditrice, et je venais d'écrire un livre, et je voulais avoir son avis, donc je l'ai recontactée. Et quand elle m'a fait un feedback, après elle m'a dit mais au fait, ça te dirait d'enseigner la philo à nouveau, il cherche un prof dans la prison où je travaille. Boum. Et 1 minute après, je lui avais répondu oui, parce que c'est tu peux pas dire non à une proposition pareille. Tu peux pas dire non. Pourquoi? Parce que je pouvais pas dire non au fait de me retrouver dans un établissement scolaire avec elle, comme au bon vieux temps quand on était voisine de classe au lycée. Je pouvais pas dire non au fait de retourner en prison. Je pouvais pas dire non au fait de retourner enseigner la philosophie. Je pensais pas retourner un jour, je savais pas. Enfin, je me disais peut-être, mais j'y pensais plus. Enfin, c'était. Et là, il y a tout qui se réaligne et c'est hyper flippant parce que ça conjugue plein de mondes différents. Et puis, en plus, là, du coup, ce sont des mineurs en prison avec la philo et mon bagage de dev perso. Waouh. Ok, je vais essayer. Et je sais maintenant que j'ai le droit de me tromper et de changer d'avis. Donc voilà, j'ai dit oui. Et alors, ça donne quoi la mission que tu as avec ces jeunes en prison? Alors, techniquement, donc c'est vraiment un centre pénitentiaire pour mineurs. Donc, quand tu as 18 ans et un jour, tu dois partir ou être transféré dans une autre prison. Et la plupart sont déscolarisés. Donc, du coup, on les remet quand même dans un quotidien où ils ont quelques heures de cours par jour. Et moi, spécifiquement, s'il y a un élève qui passe le bac niveau bac pro ou bac général, il aura du coup une épreuve de philosophie. Donc, je suis la prof qui va l'aider à réviser à transmettre, à enseigner la philosophie. Et bon, c'est très cliché, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de détenus mineurs qui passent le bac, qui ont le niveau pour passer le bac. Donc, je me suis retrouvée avec un élève. Et comme c'était à 2 heures de chez moi, porte à porte, ils ont eu pitié de moi dans le pôle scolaire de l'établissement et ils m'ont dit bon on va te donner d'autres classes histoire que tu viennes pas juste pour un cours. Et donc c'est comme ça aussi que je me suis retrouvée avec des cours de ce qu'ils appellent culture générale, qui est un titre un peu fourre-tout où tu peux faire ce que tu veux dedans. Donc quand j'ai compris que je pouvais faire ce que je veux dedans, ils étaient pas prêts. Gros champ des possibles. Beaucoup trop d'idées. J'ai fait bugger les élèves. Ouais. Ok. La mission qui t'intéresse le plus là-dedans, c'est quoi? Montrer à ces gosses que je veux dire qu'ils ont leur chance. Franchement, ils partent pas gagnants. Mais en tout cas que c'est possible. Les aider à voir à l'intérieur d'eux qu'ils ont des réponses, des options, des possibilités, plein d'outils. Et j'allais dire les armer émotionnellement. Parce que malheureusement, ce sont des gens, des gosses qui n'ont pas, je vais dire, qui n'ont pas une structure émotionnelle terminée, où il y a un truc socio-émotionnel qui est encore en work in progress, mais enfin qui est plutôt abandonné même. Donc, je fais pas un travail de psy, c'est pas un travail de thérapeute, mais c'est quand même suffisamment
j'allais dire de clin d'œil, c'est un peu plus que ça, mais en tout cas des outils ou des questionnements. Je leur montre qu'ils peuvent se questionner et avoir des réponses. Et moi, ce qui me meut de manière générale, et en l'occurrence en prison, c'est d'aider les gens à être autonomes. Et au sens de se responsabiliser émotionnellement. Et en tout cas, apprendre à verbaliser, à communiquer le cas échéant. Je trouve ma réponse très chiante, dit comme ça. Non, elle l'est pas. Elle ne l'est pas, je te rassure. Il y a un mot que tu as pas mal de fois cité qui me revient là, c'est le mot fascination. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Je m'étais jamais fait la remarque, mais effectivement, la fascination, c'est une sensation en moi qui ressemble à un déclic et qui m'apporte beaucoup de joie. C'est comme la fascination, c'est comme un shoot de joie et qui me nourrit parce que quand je suis fascinée, ça veut dire que j'apprends quelque chose et j'adore apprendre. Et cette phrase est aussi banale que de dire j'adore l'humour. Et du coup, que te dire sur cette fascination? C'est peut-être aussi une sorte de boussole. Je méditerai sur cette question. T'as échappé un mot aussi tout à l'heure, qui était le mot livre. Et si on le remet dans le contexte d'une phrase, j'ai écrit un livre, ce qui dans la liste des choses cocasses, on peut le rajouter. Est-ce qu'on peut aller dans cette niche de l'histoire? Oui, on peut aller dans cette niche de l'histoire. Donc je peux parler de comment j'en suis venue à écrire ce livre. Ça serait avec grand plaisir. Donc rien à voir, mais j'ai fumé des clopes pendant 20 ans. Et j'ai adoré fumer des clopes pendant 20 ans. Genre un paquet par jour, à la louche. Allez, max. Bref. Et j'ai tellement aimé ça que jamais ça m'a traversé l'esprit d'arrêter de fumer. Et c'était une passion. Enfin, je crois que souvent je préférais fumer que faire n'importe quoi d'autre. Et un peu du jour au lendemain, comme beaucoup de claques fascinantes que j'ai eues dans ma vie, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Alors, du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'avais pas prévu, que je m'y attendais pas. C'était un déclic. J'étais pas préparée parce que j'aimais trop ça. Donc, c'était presque un deuil à faire brutal. En fait, j'ai fait un rêve. C'est vrai que les rêves ont été assez régulièrement dans ma vie des indicateurs de changement ou d'orientation. Et en gros, c'est tout bête comme rêve. Hein. C'est tellement bête que c'en est ridicule, mais j'ai rêvé que je croquais dans un mégot. Et c'était immonde. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais dégoûtée de la clope. Et ça m'a tellement dégoûtée que je me suis réveillée en sursaut. Et j'avais cette sensation de dégoût en pleine nuit. Et je me suis dit, oh putain de merde, je vais arrêter de fumer. Mais vraiment, malgré moi, j'étais là, merde. Je l'avais pas vu venir. Et je m'étais dit, bon, bah on verra si ça tient. Ça se trouve, ça va tenir 48 heures ou un mois. Et ça a tenu, ça tient toujours. Ça tient toujours. C'était il y a 2 ans et demi. Et en fait, les premières semaines, les premiers mois, c'était hyper joyeux d'expérimenter cet arrêt du tabac. Ça me fascinait. Tiens donc. Et après, c'est devenu compliqué parce que finalement, ça commençait à me manquer et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à galérer dans mon sevrage et à compenser par plein de choses et jusqu'à ce que je me dise qu'en fait c'est hyper dur, jusqu'à ce que je fasse une sorte de dépression ou une dépression, je crois qu'il faut donner le mot. Je cochais toutes les cases et c'était tellement dur que je me suis dit waouh, mais en fait je ne veux plus jamais revivre ça de ma vie. Pour que je ne revive plus cette sensation, il faut plus que je reprenne la clope et je savais que ce qui m'attendait c'était la rechute, comme les statistiques me l'ont proposé, surtout que j'ai fait ce qu'on appelle un sevrage à l'arraché, c'est-à-dire sans substitut. Et donc je me suis dit, bon, pour pas reprendre, il va falloir que je donne des tips à la future moi. Et pour ça, je me suis dit que j'allais écrire un livre. Et du coup, j'ai écrit ce livre en 3 mois. J'ai écrit 400 pages en 3 mois. Et c'était une expérience de dingue.
comment ça t'est venu l'idée du livre? Pourquoi le livre en tant que tel? Alors, c'était pas un rêve, mais presque. On va y revenir sur les rêves après, t'inquiète. C'était pas un rêve, mais presque. C'était une méditation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai compris que l'état négatif, douloureux dans lequel j'étais de ce sevrage, au bout de 6-8 mois qui n'en finissait pas, qui me mettait dans un sale état, je suis allée faire un jeûne de plusieurs jours. Et parce que j'avais beaucoup trop compensé par la malbouffe et l'alcool. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et 2 semaines après ce jeûne, je suis allée faire une retraite de méditation, de Vipassana. Et les jours qui ont suivi, je me suis dit, bon, maintenant je fais quoi? J'avais arrêté d'enseigner l'énéagramme. Je savais pas que j'allais enseigner la philo en prison. J'étais un peu dans un sas. Je savais que j'étais dans un sas. Et du coup, j'avais plein d'idées qui commençaient à monter. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me prendre quelques jours. Et je vais rassembler mes idées. Je vais prendre quelques jours seule et méditer tout ça et voir ce qu'il en sort. Et donc, je médite. Comme souvent dans ces moments-là, j'ai un carnet et un crayon à côté. Quelquefois qu'il y a une idée qui passe, et je veux surtout pas l'oublier, mais je veux absolument finir ma méditation. Et ça m'est venu en plein milieu d'une méditation. D'un coup, c'est comme si le livre s'était téléchargé instantanément dans mon cerveau, où j'avais toutes les idées de comment ça allait se passer. Alors bien sûr, ça a évolué, mais ça m'a tellement saisi que j'ai ouvert les yeux et je me demande si j'ai pas poussé un cri de joie tellement ça sortait de nulle part. Et j'ai commencé à écrire. Comment on écrit un livre? Est-ce qu'il y a des techniques d'écriture? Est-ce qu'il y a... Oui. Est-ce que tu peux me partager ça? Il y a 1 million de techniques d'écriture, donc je les connais pas toutes, mais je peux te dire ce qui fonctionne avec moi. Mm-hmm. Tous les jours, un peu. Tu vas pas écrire 8 heures d'affilée une fois par mois, mais si t'écris 10 minutes tous les jours, ton livre il est fait, quoi. Donc la discipline, c'est le tout, c'est de s'y mettre. Donc là, évidemment, il y a plein de tips. Après, je reconnais que quand j'ai écrit 400 pages en 3 mois, c'était très bizarre parce que j'étais réveillée tous les matins à 6h30, alors que je suis une grosse dormeuse. Et 5 minutes après m'être réveillée spontanément, j'étais devant mon ordi et j'écrivais. C'était vraiment très bizarre comme époque. Et j'avoue que je n'ai pas retrouvé cet état de grâce, mais je continue d'écrire tous les jours. Mais c'est pas du tout la même chose en ce moment. Et donc les tips, c'est écrire tous les jours. Et ça paraît tout bête, mais il suffit vraiment de le faire. C'est quand tu es assis. J'ai pas le syndrome de la page blanche parce que je suis assise. Je fais une sorte de méditation ou de centrage. Je respire et je fais tout pour ne pas savoir ce que je vais écrire, mais laisser venir ce qui va être écrit. Je laisse l'information monter. Ou descendre, selon. Enfin, en tout cas, venir à mon cerveau. Donc, t'écris ce qui te vient. Ouais. Directement comme ça. Ouais. Peu importe le sujet, Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand en l'occurrence, quand j'ai écrit mon livre, je me mettais à écrire, mais avant de me mettre à écrire, je savais que ça allait être sur le tabac. J'avais plusieurs thèmes, plusieurs chapitres. Je savais pas lequel j'allais faire. J'étais face à ma page Word qui était dézoomée au maximum, donc je voyais même pas ce qui était écrit, je voyais au loin les titres, les chapitres, les mots qui allaient dans tous les sens, et juste je laissais venir ce qui avait envie d'être écrit. C'est en fait une technique de paresseux, mais juste il faut le faire. Il faut se laisser submerger par ça. Les rêves étaient des initiateurs de changement plusieurs fois dans ta vie. Mm-hmm. Alors peut-être pas en rentrant dans les détails, mais au moins en quoi ça initie les changements ou comment tu sens que ça va être un changement? Les rêves, c'est tout un monde pour moi depuis que je suis toute petite, mais vraiment toute petite. Souvent je parle de texture des rêves. Je peux catégoriser mes rêves et j'ai des rêves par exemple qui ont des textures tellement particulières. Elles ont toutes une texture particulière, mais quand je parle de texture, c'est comme si je parlais de réalité ou de
dimensions de réalité différentes. Et j'ai des rêves qui sont plus réels que la réalité. Très bizarre à dire comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Et parfois, dans des rêves, on vient m'expliquer les choses. Ça ressemble à des rêves prémonitoires où on me dit ce qui va se passer. Donc je le note et j'oublie. Et parfois, je le vérifie. En l'occurrence, là, j'ai fait un rêve il y a 1 mois et demi et je vivais plein de choses hyper intenses. Mon entourage vivait aussi plein de choses hyper intenses il y a 1 mois et demi, donc du coup, ça me perturbait beaucoup et je me disais, mais pourquoi je vis tout ça ? Et ça a pas loupé. Dans la nuit qui a suivi, j'ai fait un rêve où on m'expliquait que si je vivais tout ça, c'est parce qu'il y avait quelqu'un que je devais rencontrer bientôt et ça allait me préparer. Et moi, je disais, ah non, mais moi, je veux rencontrer personne, hein, je veux qu'on me foute la paix, en fait. Si ça peut s'arrêter, non, je suis très bien comme ça. Et on m'a dit, ah non, mais t'as pas compris, tu vas vraiment rencontrer quelqu'un qui va être important pour toi, donc t'as pas le choix. Et je vais pas rentrer dans les détails là, mais j'ai rencontré il y a 2 semaines. Et depuis, je respire plus, quoi. Ok. On y reviendra une autre fois. Le on. Ouais, alors le on, c'est à ce moment-là que je peux ne pas vouloir rentrer dans le débat de qui est ce on. J'en sais rien. Il y en a qui disent que ce sont des guides. Il y en a qui disent que c'est mon inconscient qui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Ok. N'empêche que parfois dans ce on, il y a des personnes que j'ai connues qui sont décédées et qui ont l'air beaucoup plus réelles que la réalité quand je me réveille le lendemain, quoi. T'as dit que t'avais vu beaucoup d'outils, de disciplines, de possibilités différentes de prendre connaissance de soi ou de creuser le grand thème de la connaissance de soi. Est-ce que l'énéagramme, du coup, t'as expliqué que t'avais eu le déclic suite à la rencontre avec les 2 personnes là. Est-ce que ça a pris une place plus importante ? Est-ce que l'outil a apporté plus de réponses ou d'éléments que certains autres? Toi, dans ton cheminement, ça... Oui, pour moi, il a apporté plus que les autres, mais peut-être que si j'avais pas eu les autres en amont, j'aurais pas été capable de voir toutes les dimensions. Disons que la philosophie ou même l'hypnose ont préparé le terrain, en tout cas pour moi, intérieurement. Et ce qui a été déterminant, c'est la manière dont ça m'a mis un miroir intérieur où j'ai jamais autant appris sur moi avec un seul outil et en si peu de temps. Et ça a été comme un bris de glace ou un déclic, une prise de conscience, quoi. Et aussi cette claque de me rendre compte que je m'autorisais pas énormément de choses, que je m'autorisais pas grand chose, et découvrir mon profil a été un énorme changement du coup, parce que c'est pas que j'ai pris le contre-pied, mais je me suis beaucoup entraînée à déconstruire ça chez moi. Ça m'a énormément aussi apporté dans mes échanges avec les gens. Ça a mis des mots sur le pourquoi de mes difficultés à me sociabiliser. Et ça m'a aussi donné des outils évidents maintenant, en tout cas joyeux pour créer des liens comme moi je l'entendais et comme moi ça me nourrissait. Donc, et je vois le bien que ça fait autour de moi. On arrive donc t'étais dans les dates autour de 2019, 2020. Il y a eu l'histoire de la pandémie. Là, t'as repris l'enseignement de la philosophie en prison. T'as ton livre qui est en finalisation. On en est où du projet de livre? Alors le livre, j'ai encore eu les bonnes rencontres au bon moment. Parce que un livre sur le tabac, c'est difficile de trouver un éditeur que ça peut intéresser. Et les bonnes personnes, les bonnes rencontres font que j'ai trouvé une éditrice et qui prévoit de sortir mon livre en juin 2024. C'est-à-dire dans 1000 ans. Parce que même si c'est dans moins d'1 an, il peut se passer tellement de choses d'ici là que... et moi, j'aime le changement. Donc, du coup, je me suis dit comment je crée un pont entre l'Astrid d'aujourd'hui et l'Astrid de juin 2024 par rapport à ce projet. Parce que moi, je l'ai écrit il y a presque 2 ans, ce livre. Je suis passée à autre chose. J'ai vécu 1000 vies depuis.
Et donc je me suis dit que pour patienter et rester un peu dans ce move, j'allais faire des podcasts sur le tabac, interviewer des gens qui arrêtent de fumer ou qui ont rechuté, en tout cas n'importe quoi sur le tabac, parce que moi quand j'ai arrêté de fumer, j'aurais voulu passer mon temps à écouter des gens en parler et j'ai pas trouvé ça. Ok, donc tu as gardé cette connexion-là avec le milieu, si j'ose dire, en attendant que le livre arrive. Donc on a le livre là en préparation, les podcasts qui arrivent, l'enseignement de la philosophie. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je ne saurais pas? Tu parlais de 1000 vies, donc je me dis que peut-être il y a du stock. Mais bon, il y a un truc où je vais dire Joker, donc c'est... J'ai grandi des 2 livres, du coup. Maintenant que je vois comment on écrit un livre et comment on le publie, les idées fusent. J'ai un carnet à idées de livres qui est rempli. J'ai même une envie d'une ou 2 pièces de théâtre qui s'écrivent en fond. Et qu'est-ce que j'ai d'autre sur le feu? J'ai toujours un pied donc dans l'énéagramme, dans l'école où j'interviens de manière complètement irrégulière, selon mon envie ou les besoins de l'école. Qu'est-ce que je peux raconter en ce moment? Là que je voyage et que je m'éclate à voyager, j'ai une passion pour le train. Tu m'en as parlé à Paris. Est-ce que tu... Dis-moi en plus encore, s'il te plaît, sur ta passion du train. Alors, j'entends bien que c'est ridicule. Je sais que quand j'en parle, on a presque envie de m'inviter le mercredi soir, quoi. Ma passion pour le train, je peux donner 1 million d'explications. Et en même temps, je sais pas quelle est la prums, celle qui a tout déclenché, mais mince, du coup, je sais même pas par quoi commencer. J'ai une passion pour le train. Voilà, j'ai une passion sur le train. Mais tu voyages. Et je voyage. Ouais. T'as toujours voyagé? Oui. Et je dis ça avec étonnement parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'occasions de voyager malgré moi. De toute façon, je me suis retrouvée en Australie. J'avais pas spécialement envie d'aller en Australie quand j'étais étudiante, contre le cliché de la majorité des gens quand ils sont étudiants. Je suis pas allée en Australie pour aller en Australie. Je suis allée en Australie parce qu'il y avait une amie qui était là-bas pendant 1 an et qu'elle me manquait. Et donc, je suis allée passer 1 mois, en Australie. Donc voilà, j'ai fait ce genre de choses. Parce que moi, quand j'étais étudiante, j'étais soit dans ma chambre entre le piano et les livres, soit dans les bibliothèques. Parfois même, j'allais pas en cours pour réviser. Enfin, donc non, les voyages... Mais en fait, je me suis quand même retrouvée à beaucoup voyager. Et ces dernières années, je crois que j'ai nourri cette passion. Et peut-être que ça se croise aussi avec la solitude, parce que j'adore être seule. Ça me nourrit énormément. J'ai l'impression de faire plus de choses quand je suis seule. Et voyager dans le train, c'est une forme d'activité où c'est un truc un peu entre moi et moi. Et je pars d'un endroit où j'ai vu des personnes et je retrouve d'autres personnes quand je sors du train. Et c'est un sas. C'est quoi la suite alors? La suite, c'est de continuer à partager ce que je vis à travers toutes ces activités et en lien avec mes amis. L'amitié, ça fait partie des valeurs principales dans mon quotidien. Le lien que j'ai avec mes amis ou même des relations que j'ai qui sont en moi, il y a le filtre amical avant tout qui fait que dans ce filtre, je mets beaucoup d'échanges et de profondeur. Mais j'ai toujours du mal avec les conversations superficielles. Alors ça va mieux. Je sais parler de la pluie et du beau temps, j'ai appris. Et oui, je sais qu'en fait c'est utile. Mais moi, j'ai besoin de savoir ce que tu penses de la mort au bout de 5 minutes parce que sinon je me fais chier. Et donc la suite? Et donc la suite, c'est continuer de nourrir ça. Et voir, par exemple, ce que je peux faire avec
avec les détenus. Donc il y a la philosophie, mais là je viens de me former à la fresque du climat. Parce que je voudrais les sensibiliser à ça, parce qu'en fait, enfin, les sensibiliser. Cette génération est beaucoup plus sensibilisée que la nôtre. Et donc, moi, je pars pour les détenus, je pars de ce qu'ils savent et de ce qui les intéresse pour ensuite leur apporter un complément. Et en l'occurrence, ils sont sensibles à ça, donc je me suis dit, ok, je me forme, et comme ça, je vais pouvoir créer des ateliers avec eux, par exemple. Et la passion du changement fait que juste je fais confiance à la future Astrid. Parfois, quand je me pose la question, c'est comme si j'arrivais à me connecter à la future moi, et je reçois l'info de t'inquiète, t'es sur tes rails, tout va bien. Donc t'es sereine. Ouais. Excellent. Est-ce qu'il y a des sujets là en ce moment qui te fascinent, qui t'attirent, qui te questionnent? Ouais. J'ai une fascination pour le polyamour. Je commence à me renseigner là-dessus parce que, étant quelqu'un de très solitaire et en même temps qui adore être amoureuse et en même temps qui n'arrive pas à trouver un équilibre joyeux quand je suis en couple. J'ai eu plusieurs relations longues et très longues. Et quelque chose en moi voilà, enfin je peux en parler pendant des heures, donc je vais résumer en disant que je me dis mais en fait pourquoi est-ce que je me suis pas renseignée sur le polyamour, parce que je suis pas entourée de gens qui vivent ça, mais la vie fait que là j'ai eu 2-3 personnes ces derniers temps qui m'en ont parlé, où je me suis dit tiens, je crois qu'il va falloir que je m'enseigne là-dessus, et c'est complètement fascinant. Voilà, ça se bouscule trop. Très bien. Est-ce que il y a quelque chose que tu pourrais partager dans le sens de un livre, un film, une série? Qu'est-ce que je suis en train de lire? La désobéissance civile de Thoreau. Retour aux sources. S'il y a un livre drôle, ça s'appelle Un esprit bof dans un corps pas ouf. C'est excellent. En fait, en ce moment, et je trouve ça vraiment très bien, il y a beaucoup de critiques assez bien construites sur les limites du développement personnel. En tout cas, ce qu'on en fait, parce que finalement, notre société se l'est fait rentrer dans un débat qui n'a pas lieu. Mais en gros, ça déconstruit un peu les fascinations qu'on peut avoir avec le développement personnel, et ça remet l'église au milieu du village. Donc, un esprit bof dans un corps pas ouf, c'est simplement une nana qui a écrit ce livre et qui donne 2-3 leçons très drôles sur ce qu'elle a pu apprendre, en disant arrête de vouloir être parfaite, des trucs aussi clichés que ça, mais c'est tellement drôle et c'est tellement bon que j'ai envie de conseiller ça pour un peu de légèreté. Très bien. Ça termine assez bien, puisqu'on termine sur le mot sérénité et légèreté, donc je trouve ça assez positif pour clôturer tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais partager, un point sur lequel tu voudrais revenir, ou approfondir un des points, ou ajouter une petite chose que j'aurais oubliée, ou que tu aurais envie de partager? Prenez le train et apprenez à être seule. Meuf qui veut donner des conseils. Quel enfer! Merci beaucoup, Astrid. Merci à toi. Salut.